Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cet événement qui est dédié aujourd'hui au futur de Business Objects. Je suis ravi de vous accueillir pour cet événement virtuel et dans lequel vous pouvez en direct réagir via le chat. On a des experts en coulisses qui seront présents pour pouvoir répondre en temps réel à toutes vos questions. Et pendant cet événement, on va parler un petit peu de l'évolution de Business Objects. On va avoir des experts qui vont intervenir. Je vais avoir 3 invités que je vais vous présenter et qui vont parler justement de l'évolution des solutions de Business Objects et des analytics de manière générale chez SAP. Sans plus attendre, je vais commencer avec mon premier invité, Grégory Boticchio, qui est Product Manager chez SAP. Bonjour Florian. Bonjour Grégory. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire un petit peu en quoi consiste votre métier ? Oui, bien sûr. Très succinctement, moi je suis Product Manager d'Horizon Analytics pour SAP, avec un focus un peu plus fort sur la suite de produits Business Objects. Donc en gros, cela signifie que je suis à l'écoute des clients. J'essaie de comprendre leur cas d'usage qu'ils font avec du produit. Et en fonction de leurs besoins, j'essaie de transformer tout cela en une stratégie produit, en innovation que nous leur fournissons raisonnablement et assez rapidement. D'accord, c'est très clair. Et donc justement, par rapport à notre premier sujet qui est Business Objects, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette solution ? Alors plusieurs choses, mais le premier message que je souhaiterais vous faire passer, c'est que SAP s'engage à continuer d'investir, à continuer à faire fonctionner SAP Business Objects dans le futur. Donc ça veut dire que nous continuerons d'innover dans la suite Business Objects, nous continuerons à fournir à nos clients, à notre base installée, des services packs dans les années à venir. D'accord. Et ça, c'est un petit changement. La stratégie, elle était autour de ça. Le produit Business Objects, ça a toujours été un produit qui était censé évoluer. Oui, tout à fait. Actuellement, nous avons 2 produits disponibles sur le marché. SAP Business Objects BI 4.2, dont la fin de maintenance est prévue pour décembre 2022, donc quasiment 6 mois à partir de maintenant, avec une maintenance étendue qui est prévu d'arriver à terme décembre 2024, donc c'est quasiment demain. Et la deuxième version disponible pour le client, dans laquelle nous innovons au travers des services packs réguliers, il s'agit de la BI 4.3 que nous recommandons à nos clients. D'accord. Et cette version 4.3 qui est sortie quand ? La 4.3 est sortie en 2020 et nous sortons actuellement un service pack par an. Le service pack disponible pour nos clients, il s'agit du service pack 2 actuellement, sorti en décembre 2021, et nous prévoyons un service pack 3 en décembre de cette année. Il contiendra bien sûr des innovations et j'aurai peut-être l'occasion d'en toucher quelques mots d'ici quelques minutes. J'espère. Et donc, en parallèle de cette solution Business Objects, il y a évidemment une solution cloud qui est proposée par SAP. Alors, oui, quelques précisions importantes sur les solutions cloud. Alors, tout d'abord, nous continuons d'innover sur SAP Business Objects on-premise. Ça, c'est un fait, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. La deuxième chose, c'est que des clients souhaitent adopter le cloud plus ou moins rapidement. Et pour ces clients, nous avons 2 options, plutôt 2 solutions à leur proposer aujourd'hui. La première solution, dont nos clients ont peut-être entendu parler, il s'agit de SAP Analytics Cloud, qui est un produit qui apporte beaucoup de choses en termes d'innovation et de services, tant en termes de BI, de planning ou de prédictive. Elle repose sur une technologie différente de SAP Business Objects. Donc ça signifie que pour les clients intéressés par SAP Business Objects, SAP Analytics Cloud, c'est un changement. D'accord. C'est la première solution. La deuxième solution, il s'agit de SAP Business Objects Private Cloud Edition, qui est en gros Business Objects géré et hosté par SAP. D'accord. Donc on a 2 produits un petit peu différents en quelque sorte pour répondre aux besoins de cloudification que peuvent avoir nos clients. Oui. Et c'est quelque chose de pérenne ? Alors, oui. La SAP Business Objects 4.3 arrive en fin de maintenance en décembre 2025, avec une maintenance étendue en 2027. Pour certains clients, cela semble peut-être un peu plus tôt, mais c'est l'état des choses aujourd'hui. D'accord. Pour tous les clients qui souhaitent être supportés au-delà de 2027, la solution est SAP Business Objects Private Cloud Edition. C'est le statu quo actuel tel qu'il existe aujourd'hui. Cependant, nous avons écouté le marché, nous avons écouté les remontées du terrain, et SAP a décidé d'infléchir cette stratégie. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à partager avec nos clients, puisque je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'en 2024, nous aurons une suite à SAP Business Objects.
Alors, donc ça, c'est une nouvelle qui change un petit peu le paradigme, effectivement, puisque jusqu'à présent, on portait comme message le fait que les solutions Business Objects s'arrêtaient on-premise en 2027. Et là, vous êtes en train de me dire que changement de stratégie ou modification, infléchissement de la stratégie, et dans lesquels vous allez sortir en 2024 une nouvelle version de Business Objects. Oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle version sera disponible à la fois on-premise, mais également dans le cloud via Business Objects Private Cloud Edition. Cette nouvelle version n'a pas encore de nom actuellement. C'est pourquoi nous la nommerons temporairement par son nom de projet, SAP Business Objects BI 2024. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nos clients, effectivement, qui pour des raisons diverses et variées ne pouvaient pas ou ne voulaient pas passer dans le cloud. Le fait que les produits Business Objects continuent d'avoir une espérance de vie, entre guillemets, qui va être prolongée au-delà des 2027 qui étaient annoncés initialement. Est-ce que vous avez des dates un peu précises pour cette maintenance de... Alors, de fin de maintenance, peut-être ? Fin de maintenance, oui. D'accord. Non. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on souhaite éviter de retomber dans les mêmes discussions que nous avons eues ces dernières années, à savoir être dans la situation où, par exemple, en 2027, les clients nous demandent quelle est la suite de Business Objects en 2029. Donc, voilà, on souhaite absolument éviter d'avoir à nouveau ce type de conversation. C'est pour cette raison que la nouvelle version, encore une fois, qui sortira en 2024, n'a pas de fin de maintenance annoncée. Elle est pour l'instant indéterminée. Dans les semaines à venir, nous la préciserons de manière un peu plus précise. Mais toujours est-il que ça sort en 2024, c'est une nouvelle version, et la durée de maintenance minimum sera de 7 ans, à partir de 2024. D'accord, donc ça nous emmène au moins à 2031. Pour nos clients, on a le temps de voir, de faire évoluer le produit, de continuer à pérenniser sur le produit, tout en réfléchissant effectivement à la version cloud du produit ou de passer sur SAP Analytics Cloud. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu quelques thématiques sur cette future version ? Alors, non, oui et non plutôt. Non, les thématiques ne sont pas encore définies, mais je peux déjà vous fournir quelques détails. Alors tout d'abord, c'est que comme pour la BI 4.3, nous nous assurerons que cette nouvelle version puisse être adoptée de manière simple et fluide par les clients. Donc ça veut dire que cette nouvelle version ne sera pas quelque chose que nous créerons from scratch de nouveau, mais sera une évolution de SAP Business Objects BI 4.3. Donc ce sera les mêmes composants, les mêmes back-ends qui seront proposés aux clients, de même que ce sera les mêmes nouvelles interfaces qui existent à partir de la BI 4.3. Nous continuerons la modernisation de celle-ci au travers les différentes demandes clients qui pourront nous être adressées. Nous sommes toujours à l'écoute de ce type de demandes. Mais surtout, il y a une information importante que je souhaiterais partager, c'est que nous avons décidé de rationaliser la suite BI. Ça veut dire que dans cette nouvelle suite, SAP Business Objects BI 2024, nous nous concentrerons, nous nous focaliserons sur les clients, les outils et composants les plus utilisés par nos clients. Nous concentrerons nos investissements sur les outils les plus adoptés. Donc cela signifie que nous n'intégrerons pas certains composants et outils dans la SAP Business Objects BI 2024. Donc grosso modo, on va se concentrer sur Web Intelligence, c'est ça ? Entre autres, bien sûr, nous continuerons d'investir dans Web Intelligence, mais il y a 4 autres outils sur lesquels nous investirons. Webby, bien sûr, vous venez de le citer, la BI Platform et le BI Launchpad, les univers UNX et leur éditeur, Information Designer Tool, et je vais être un peu plus précis, les univers UNX de type monosource, Crystal Report classique, et le dernier outil, il s'agit de SAP Analysis pour Microsoft Office. Voilà. Donc ça, ce sont la base de nos investissements pour SAP BI 2024, SAP Business Objects BI 2024. Par ailleurs, comme je l'ai annoncé, nous prévoyons de cesser de prendre en charge certains outils et composants dans la suite BI 2024. Mais cependant, cela signifie aussi que ces outils et composants continueront d'être disponibles pour nos clients qui restent sur BI 4.3 jusqu'en 2027. Ok, c'est clair. Donc, il y a en 2024 une nouvelle version qui sera recentrée sur un certain nombre d'outils. Tout à fait. Pour les clients qui utiliseraient éventuellement les autres outils, même si, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont peu nombreux, c'est pour ça qu'on a décidé de les supprimer, ils pourront continuer à les exploiter jusqu'en 2027, fin de maintenance de la 4.3. Oui, tout à fait. Et pour être encore une fois un peu plus précis, je peux vous donner la liste de ces outils et composants. Il s'agit de SAP Lumira, que ce soit la version Discovery ou Designer. Il s'agit de Crystal Report pour Enterprise, donc la version web de Crystal Report. Alors,
chose importante, les univers de type UNV et leur éditeur, l'univers Design Tool, cessera d'être fourni dans fin 2027, mais il ne sera donc pas inclus dans SAP Business Objects BI 2024. Le composant Data Federator ne sera plus supporté et fourni. Donc le Data Federator, c'est ce qui vous permet de créer des univers UNX de type multisource. Okay. Voilà. Donc message subliminal, il est temps pour les clients qui utilisent les univers du type UNV de commencer à considérer rapidement et fortement leur migration vers les univers UNX de type monosource. Et les deux derniers outils qui ne font pas partie de la suite, il s'agit de SAP Business Objects Analysis for OLAP, donc l'explorateur OLAP version web, et Live Office. Dernière chose, pour l'ensemble de ces outils aux composants, nous proposerons des alternatives. Bien sûr. Alors maintenant, justement, si je me mets à la place du client, on en a encore beaucoup, je suis en version 4.2, qui est une version qui est supportée. Et par rapport à cette version 4.2, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les nouveautés qu'il y a déjà dans la 4.3 ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, ce n'est pas vraiment des nouveautés parce que commence un peu à dater. La BI 4.3, 2020, ça commence à faire déjà 2 ans. Mais lorsque nous avons sorti cette version, donc en 2020, nous avons investi sur 3 axes. Le premier, c'était l'expérience utilisateur, parce que nous pensions que c'était un excellent moyen de propager l'utilisation de Business Objects au sein des entreprises. Donc pour cela, nous avons travaillé sur des nouvelles interfaces qui concernent le BI Launchpad. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le BI Launchpad a été modernisé dans son style. On utilise un style qui s'appelle SAP Fiori. Nous avons fait exactement la même chose pour Web Intelligence. Nous avons été un peu plus loin parce que nous avons à la fois modernisé son interface, mais simplifié ses usages pour l'utilisateur afin que Webi puisse être proposé non seulement à une population IT, mais également à une population d'utilisateurs lambda, des business users tout simplement. Et par ailleurs, nous avons également profité de cette occasion pour introduire des nouveaux concepts, tels que le Webi Data Model, qui permet d'exploiter l'ensemble des informations contenues dans un document Webi par un autre utilisateur. On appelle ça la sémantique business, c'est tout ce que fait un business utilisateur, et ça vient en plus de la sémantique layer, qui est la sémantique définie par l'IT et partagée au travers des univers. Donc ça, c'est le premier axe de développement, l'expérience utilisateur. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en anglais l'enterprise readiness. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire pour rendre la plateforme plus simple et plus maintenable. Donc ça signifie supporter et adopter les dernières normes de sécurité pour nos clients, pour la plateforme. Que pouvons-nous faire pour supporter les dernières versions des systèmes opérationnels, donc des OS ? Quelles sont les dernières bases de données, les dernières versions que nous devons supporter ? Quelles sont les nouvelles que nous devons viser et étendre ? Que pouvons-nous faire pour améliorer l'audit ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Que fait l'utilisateur avec le produit ? Et également le monitoring. Qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-cours ? Comment se comporte la plateforme ? Par ailleurs, pour l'audit, nous fournissons des univers et des documents prêts à l'emploi. Donc, en gros, c'est tout ce que nous pouvons faire pour réduire le coût de maintenance et de possession de la plateforme Business Objects. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et le troisième, c'est le dernier, c'est ce que j'appelle l'ouverture. C'est comment pouvons-nous essayer d'avoir une stratégie hybride. Donc, à savoir comment pouvons-nous épouser la tendance, simplement, qui est de s'ouvrir au cloud. Donc, pour cela, nous avons fait plusieurs choses. Alors, la première d'entre elles, c'est par exemple rendre possible le fait que SAP Analytics Cloud puisse réutiliser les investissements des clients, que ce soit les univers ou les documents Webi. Donc, ces deux artefacts, donc les univers et les documents Webi, peuvent être utilisés comme source de données pour SAP Analytics Cloud. Pour certains clients qui ont décidé d'adopter SAP Data Warehouse Cloud, donc c'est-à-dire qu'on fait le choix de développer l'semantic layer dans le cloud, dans ce nouveau produit SAP. Nous proposons des connecteurs pour que Webi puisse s'y connecter et consommer ce type de données, ce type de sémantique. Et le dernier point, c'est de s'ouvrir à des drives, des répertoires qui sont stockés dans le cloud. Typiquement, récemment, nous supportons Google Drive, où Webi peut y accéder, consommer l'information contenue dans un Google Drive, voire donc lire, mais également écrire dans ce Google Drive. Voilà. D'accord. Donc ça fait beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Grégory. Est-ce que vous pourriez éventuellement faire une petite démo pour nos clients qui sont là présents, pour nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ? Oui, bien sûr. Ce sera certainement beaucoup plus explicite. Alors, quelques instants. Alors voilà.
Donc ça, c'est le nouveau portail BI Launchpad, tel qu'il existe en version 4.3. Comme vous pouvez voir, il est vraiment différent comparé à celui de la BI 4.2. Toutes les informations sont disposées sous forme de tuiles et en forme de ruban avec des raccourcis en haut qui vous permettent d'accéder à vos documents favoris, les documents récents, les documents récemment existés et l'ensemble des applications auxquelles vous avez droit. Si je retourne dans la partie Home, le ruban Home, j'ai des tuiles qui me fournissent des informations telles que les instances. Les instances, ce sont toutes les tâches planifiées que j'ai à disposition. Et c'était l'opportunité pour nous d'améliorer le filtrage. Je peux filtrer entre deux dates. Je peux rechercher un document en fonction de son statut, s'il est en cours d'exécution, s'il était en mode échec, ou encore par type de document. Un document Webi, un document Crystal, un document Excel, ou bien même encore par son nom. Il y a une des tuiles qui semble très commune, c'est la tuile des répertoires. Et là, c'est quelque chose qui est strictement identique à ce qui existe en BI 4.2. Donc, je retrouve exactement la même chose, mes répertoires personnels et mes répertoires corporate, donc ceux auxquels j'ai accès et dans lesquels je peux trouver des documents Webi, des documents Crystal, des PDF. Donc, dans cette nouvelle interface de type Fury de BI Launchpad, je peux lancer un document Webi. Donc là, ce que vous allez voir, c'est la nouvelle interface pour Webi en mode consommation qui a été un peu beaucoup modernisée et simplifiée. Donc c'est un document Webi ouvert dans une interface en HTML5, ce qui signifie que vous pouvez l'ouvrir sur des tablettes de type Microsoft Surface ou iPad. Vous pouvez même jouer avec votre doigt pour interagir avec votre document, c'est touch ready. On a appliqué des simplifications de consommation telles que le feed to page, feed to screen ou encore un zoom qui vous permet de faire du zoom in, zoom out. Je vais le remettre en taille nominale telle qu'elle. Si on regarde un petit peu la barre des menus tout en haut, c'est là où je trouvais les principales actions à ma disposition, telles que l'export. Voilà. Là, nous avons une nouvelle boîte d'export qui vous permet de faire un export vers Excel, un export PDF, HTML est disponible également, TXT ou bien encore CSV avec des tas d'options qui sont à parité avec ce qui existe en BI 4.2. Je peux rafraîchir mon document. La barre de filtre, alors je peux l'afficher ou non. Ce qui est important, c'est que la barre de filtre me permet de présenter à l'utilisateur les input control, les points d'entrée. Il faut savoir qu'ils apparaissent tous dans cette nouvelle barre de filtre et surtout ils ne sont plus disposés à gauche de l'écran comme en 4.2. Voilà. Les input control ont été modernisés et simplifiés pour l'utilisateur final. À noter également que tous les types d'input control sont disponibles et on a des input control qui ont une portée de type rapport, versus des input control de type document. C'est le sens de cette petite icône que je viens d'highlighter. Et bien sûr, si je souhaite, au sein de ce document, naviguer entre deux rapports, je le peux en utilisant cette tabulation. Voilà. J'ouvre un deuxième rapport dans le même document, même chose, je me fais un feed to screen, et voilà. Donc ça, c'est la partie consommation. Pour entrer dans le mode design, je clique sur le bouton Reading, et là, grand changement. Alors tout d'abord, dans la barre de menu, je vais faire le tour du propriétaire, on a toutes les actions qu'on appelle les actions non contextuelles. C'est là où je vais trouver la possibilité de faire un save as, faire un export. Je vais pouvoir accéder à l'ensemble de mes requêtes, à l'ensemble de mes requêtes que je souhaite rafraîchir ou pas. Je peux exclure des requêtes de mon pool de rafraîchissement si je le souhaite. Je peux insérer des tables, c'est là où je vais trouver les informations pour insérer des tables, des graphiques, des cellules libres. Je peux afficher par ailleurs à nouveau ma barre de filtre avec les input control ou en créer d'autres. Je peux afficher ma barre de formule et on a intégré dans la barre de menu non contextuelle les informations concernant le zoom in, zoom out, le feed to page et comment aller de la page 1 à la page 100 si vous avez un rapport paginé. Ensuite, on a deux nouveautés qui sont les panneaux qui se trouvent à droite. Le premier s'appelle le panneau des objets, dans lequel je vais trouver l'ensemble des objets résultant du rafraîchissement de ma requête. Non seulement les objets de type dimension, mesure, mais également les variables qu'un utilisateur aurait pu créer dans un document Webi. Donc ça, c'est ce qui est disponible pour l'utilisateur, les objets. À côté de cela, dans ce premier panneau, on trouve le mode structure qui liste l'ensemble des blocs contenus dans mon document, la navigation map pour naviguer entre les sections, le panneau de commentaires et le panneau de propriété du document où je peux spécifier des actions spécifiques, des propriétés spécifiques pour mon document. Donc ça, c'est le premier panneau. Il est important et je pense que le plus important, c'est cette liste de dimensions et de mesures pour l'utilisateur. Et le deuxième panneau, qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le panneau de construction ou plus en anglais, le Builder Panel, qui lui est entièrement contextuel.
Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai choisi un bloc tel que le graphique que je viens de sélectionner dans mon rapport, il va me présenter les objets utilisés pour le construire en un seul coup d'œil, mais également l'ensemble des filtres appliqués dessus ou l'ensemble des inputs contrôle qui ont un impact sur celui-ci, de même que l'ensemble des filtres, enfin pas des filtres, des sortes appliquées et des rankings appliqués. De même, je peux trouver de manière contextuelle, c'est-à-dire qu'on affiche uniquement ce qui est possible en termes de formatting en fonction de ma sélection sur le rapport, sur le document. Voilà, tel que la palette de couleurs, la taille de mon bloc, quel est son positionnement dans la page. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer à présent, c'est comment tout cela fonctionne, à savoir le builder panel et la liste de objets. Donc, je vais commencer par maximiser cette page qui est vierge. Je vais insérer une table et je vais vous montrer un peu comment tout cela s'agence pour l'utilisateur parce que ça change l'expérience utilisateur. Donc, j'ai sélectionné ma table. Et là, simplement en faisant glisser-déposer, je peux construire ma table très facilement. C'est un peu un mode test et essai. Tout ce que je fais, je vois le résultat immédiatement. Donc ça permet à l'utilisateur vraiment de comprendre ce qu'il fait, de voir le résultat immédiatement, voire de corriger tout de suite. Donc instantanément, dès que je glisse et dépose un objet dans le Builder Panel, je vois les résultats. Si ce comportement ne vous plaît pas, je peux décocher l'Instant Apply, et dans ce cas, je dépose plusieurs objets et je dois cliquer sur Apply pour voir le résultat. De même que je peux faire une multisélection d'objets, les glisser-déposer directement dans le Builder Panel ou à l'ancienne, directement dans la table, et pour voir le résultat. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le fonctionnement basique, le nominal, pour appréhender la nouvelle interface. Si je veux appliquer un tri, par exemple, ça se fait via également le panneau de Builder Panel. Je peux l'appliquer en sélectionnant un des objets de la table et en appliquant un tri ascendant ou descendant très facilement. Là, je l'enlève. Il y a une deuxième manière de faire la même chose. C'est simplement en faisant un clic droit sur la colonne. Et là, je retrouve un menu contextuel qui me propose plusieurs choses, dont la possibilité d'appliquer un tri. Et là, le tri est automatiquement appliqué dans le Builder Panel. Et voilà. Alors, chose intéressante, si je veux supprimer, je clique sur la croix. Voilà, l'objet est retiré automatiquement. Peut-être une dernière chose concernant ce workflow de création, il est partout. C'est le même pour partout. Que vous utilisez une table ou un graphique, ce sera exactement le même workflow pour nos utilisateurs. Typiquement, là, je vais créer un graphique en barre. Voilà, je glisse-dépose mes objets dans la partie feeding, dans la partie assignation de données. Je clique sur Apply et je vois le résultat de mon graphique immédiatement. Voilà, donc ça c'est pour, j'ai envie de dire, pour mettre un pied à l'étrier très rapidement concernant la nouvelle interface et comment elle fonctionne, comment les fonctionnalités ont été agencées. Maintenant, si je commence from scratch et je crée un nouveau document 2B0, on a une nouvelle interface pour sélectionner les sources de données et comme vous pouvez le voir, on a des nouvelles entrées, Google Drive et Web Service. Donc là, dans le workflow que je vous montre, c'est je crée un document Webi à partir d'un fichier, une feuille de données de type Google. Donc voilà, je suis connecté à mon Google Drive, je vais accéder à mon folder partagé, je sélectionne une feuille de données de type Google, je valide. Et donc première chose, donc ça c'est cette première innovation, donc je peux consommer des données stockées dans mon Google Drive. Je vais valider cette feuille Google, et c'est la même interface qui sera apparue si je vais sélectionner une feuille Excel. Et deuxième innovation pour un utilisateur, c'est ce nouveau Query Panel unifié. Alors pourquoi nouveau Query Panel unifié? C'est que maintenant que vous consommiez des feuilles de type Google, Excel, CSV ou des univers, c'est la même interface pour utilisateur et nous avons aligné les fonctionnalités. Innovation, sur une feuille de type Google ou un fichier Excel, je peux insérer des prompts. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Donc, je vais m'en passer pour cette démonstration. Je vais contenter d'exécuter la requête sur ma feuille Google. Je vais récupérer les données. Et je vais vous montrer autre chose. Ça concerne la qualification des données. Donc, par qualification, c'était une étape avant en 4.2 que l'on effectuait directement dans le Query Panel, mais maintenant qui est déportée directement dans l'interface Webi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai récupéré mes données,
d'où qu'elles proviennent, fichier Excel, CSV, univers, j'ai la possibilité de changer la caractéristique. Donc si je vais dans la liste des objets et que je choisis par exemple year, je peux dire que year, en fait, c'est pas une mesure, c'est une dimension de type string et j'applique. Donc je peux enrichir et modifier les caractéristiques de mes données. Donc en l'occurrence, ça aide à corriger les erreurs de mon fichier, de mes données qui proviennent de Google, mais je peux exactement faire la même chose pour certains cas d'usage sur des données provenant des univers. Donc il me reste le mois à dire, qualifier que c'est une dimension et de type string. Je valide. Voilà, donc à chaque fois que je modifie les caractéristiques d'une donnée, mon document est purgé. Je dois rafraîchir pour obtenir mes données dans le format correct avec les bonnes caractéristiques pour avoir les bonnes agrégations. Voilà. Autre chose, autre innovation en 4.3. Donc je vais d'abord nettoyer un petit peu cette table qui est un peu importante pour gagner de l'espace. Voilà, quantity sold, je vais l'enlever. Description, number, je l'enlève. Je voudrais vous montrer la nouvelle interface que nous avons à présent pour l'éditeur de formules. Il est entièrement nouveau. Il est beaucoup plus simple et en fait, il ressemble à un éditeur de script. Et c'est le but, en fait. Il vous propose plusieurs choses. D'abord, quand vous allez commencer à taper votre formule, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'auto-completion. Donc, si je commence par taper, par exemple, M pour margin, qui est l'objet que je propose, il va me proposer la liste des objets ou les dimensions. On utilise le code couleur pour caractériser les dimensions, les mesures et les formules. On a un code couleur également, par exemple, pour indiquer le nombre de parenthèses, les parenthèses ouvertes et les parenthèses fermées. Donc, vraiment, pour les personnes qui créent beaucoup de formules, ce sera beaucoup plus simple de comprendre ce que vous allez faire à présent et de comprendre, par exemple, si vous avez une formule de type if then else, ce sera beaucoup plus simple à créer et à comprendre. Donc, j'insère cette variable test dans ma table. Et dernière chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'exporter cette table, qui est basée par exemple sur une feuille Google, en web service. Donc là, en un clic, je vais créer une URL de type OData. Je vais pouvoir utiliser cette URL directement dans Excel grâce au composant data from OData. Donc cette URL que j'ai copiée, je vais la coller dans mon interface Microsoft. Je modifie un petit peu le port ici qui doit être remplacé. C'est une petite erreur que l'on corrige, que nous avons corrigée dans un patch. Voilà, donc il lit les données. Et maintenant, je peux la possibilité d'importer le flot de données qui vient de mon document Webi sur des données Google. Je peux les loader directement dans Excel. Voilà. Et ça, je parlais tout à l'heure du fait qu'à partir de fin 2027, LiveOffice n'était plus supporté et n'était pas intégré dans la suite SAP Business Objects BI 2024. C'est une alternative à LiveOffice. Dernière chose, rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne, si je modifie ma table et mon document Webi original en enlevant des objets, si je sauvegarde ce document Webi, si je retourne dans Excel, et bien sûr si je rafraîchis ce flow OData, et bien tout se met à jour automatiquement, que ce soit des dimensions, des mesures ou des variables calculées dans Webi. Voilà, donc je vais m'arrêter là dans la démo. Comme vous voyez, il y a des choses assez structurantes en termes d'interface pour utilisateur qui sont assez importantes. Ça signifie que nos clients doivent gérer ce qu'on appelle le change management pour les interfaces Webi, et ça, nous pouvons les aider. Mais également, nous avons quelques innovations assez importantes, telles que le support de Google Drive, les flux OData, et des dizaines d'autres, et j'invite mes clients à en prendre connaissance très rapidement. Bien sûr, tout ça, c'est déjà disponible. C'est dans la version 4.3. C'est très instructif. Merci beaucoup, Grégory. Quelques mots pour conclure ? Alors, oui, 3 choses. Alors d'abord, la première chose, c'est que nous travaillons avec des partenaires qui ont construit pour nos clients, qui souhaitent aller plus loin avec Business Objects et étendre l'usage de Business Objects. Ces 2 partenaires en question proposent des offres freemium. Freemium, ça veut dire gratuite, et disponible d'ores et déjà aujourd'hui. Le premier, il s'agit de Need4Viz, qui est un fournisseur de composants de type graphique. Et ça vous permet de prendre Webi et d'aller au-delà du reporting dashboarding et de transformer Webi en outil de data visualisation et de data exploration. Donc ça c'est la première offre freemium. La deuxième, c'est notre partenaire Wisdom, anciennement connu sous le nom de JBN Smith, qui propose gratuitement également leur suite 368
pour vous simplifier la vie lors de vos migrations. Ça signifie que leur outil permet de prendre une image avant migration, après migration, de faire des comparaisons, d'identifier les erreurs, de les corriger, tant en termes de layout ou en termes de performance. Donc ces deux partenaires proposent une offre freemium, que vous soyez en 4.2 ou en 4.3, que vous souhaitiez aller du on-prem vers on-prem ou du on-prem vers le cloud. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous continuons d'innover. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le Service Pack 3 qui sort en décembre de cette année. Et l'innovation majeure et principale du Service Pack 3, ce sera autour de la donnée. Nous allons fournir des simplifications autour de la prévisualisation de données, la transformation de données, l'enrichissement de données, voire la synchronisation de données. Donc pour cela, nous avons toute une nouvelle interface qui va s'intégrer dans Webby et qui va vous permettre de faire plus ou moins ce que vous pouviez faire dans l'univers Discovery, dans la partie data préparation, mais dans Webby. Deuxième chose, et dernière chose, j'ai parlé tout à l'heure du change management pour les nouvelles interfaces Webby. Alors sachez que nous avons des offres de formation à disposition de nos clients. Si vous êtes concerné et vous voulez adopter la BI 4.3, nous avons des offres en salle ou via le web pour la BI 4.3, que vous soyez un utilisateur ou un IT. Pour cela, vous devez rechercher sur le portail SAP Learning Hub. Et deuxième chose et dernière chose, si vous êtes intéressé par SAP Analytics Cloud, nous avons également des offres disponibles sur le web, dont certaines gratuites. Et pour cela, il faut aller sur un autre portail qui s'appelle learning.sap.com. Superbe, voilà. Merci beaucoup. SAP Learning Hub pour bien apprendre sur les nouveautés de Business Objects 4.3. Merci beaucoup, Grégory. L'information on pourra en retenir, c'est vraiment la pérennité de Business Objects on-premise. Ça, c'est une grande annonce. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci. Et quant à moi, je vais accueillir donc sur scène mon deuxième invité, qui est Benoît Godefroy. Benoît, bonjour. Bonjour Florian, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en quoi consiste votre métier ? Oui, bien sûr. Donc mon métier, c'est d'aider nos clients dans leur réflexion vers une transition vers le cloud. Et j'ai un focus en particulier sur nos clients Business Objects désirant aller vers le cloud. Parfait, c'est le sujet d'aujourd'hui, Business Objects Private Cloud Edition. Alors la première question, c'est pourquoi cette offre ? Alors ça nous vient d'une remontée du terrain et également du marché, qui est que effectivement de plus en plus de nos clients ont cette réflexion vers le cloud. Et on a donc créé cette offre à destination de ces clients qui souhaitent aller porter leur plateforme Business Objects dans le cloud. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, comment elle va se positionner par rapport à SAP Analytics Cloud, qui est aussi une offre cloud ? Oui, alors c'est une autre technologie, SAP Analytics Cloud, et on verra un petit peu après de quoi il s'agit. Et c'est aussi pour d'autres types de cas d'usage. Là, vraiment, c'est vraiment pour nos clients historiques Business Objects qui ont investi beaucoup de temps dans dans le développement de leur rapport, création de rapports et d'univers. Et donc, c'est vraiment une offre dédiée pour eux, expressément pour eux. OK. Donc, Business Objects Private Cloud Edition, en quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est une offre commerciale c'est un package, qu'on pourrait dire, qui repose sur 3 piliers. La première, c'est une offre avec une souscription annuelle de licence, qui inclut également le support. La deuxième partie, c'est la partie infrastructure, où on verra un peu plus tard dans le détail, où on va parler d'infrastructures hébergées dans le cloud. Et la troisième, c'est un certain nombre de services pour garantir un niveau de disponibilité de la plateforme, des services qui vont être gérés par les experts SAP. Service manager. Donc en Business Objects, géré entièrement par SAP, donc avec ces 3 biais, c'est Business Objects dans le cloud, on gère le cloud, et avec les services associés qui vont délester en partie le client, l'administrateur de toute cette charge-là. Tout à fait. Très bien. Donc, en termes de produits, on parle de quoi exactement ? Alors, on va retrouver les composants de la plateforme Business Objects BI, à savoir la plateforme en elle-même, qui permet la gestion des utilisateurs, des contenus, des univers, des rapports. Et on va retrouver aussi tous les outils de création de documents tels que Web Intelligence, Analysis for Office, Lumira Designer et Crystal Report. D'accord, donc on retrouve bien tous les composants classiques de Business Objects qui sont aussi disponibles, cette fois-ci en version cloud.
Alors, par rapport à ça, j'ai quelques questions. Il y a un certain nombre d'outils qui sont des outils desktop. Analysis for Office, par exemple, les Universe Designers. Comment ça se gère? Alors, sur cette partie, ça ne change pas du tout, puisque les outils qui étaient dits desktop, donc clients, qu'on installait sur des postes clients, restent des outils à installer sur les postes clients. Donc, sur cette partie, ça ne change pas. Ok. Et pour nos clients qui ont des contrats on-premise, il y a un certain nombre d'éléments, de produits qui souvent sont fournis sous forme de runtime. Qu'est-ce que ça devient ces produits? C'est inclus dans Business Objects PCE? Alors non, les composants runtime tels que par exemple Data Integrator, Sybase IQ, Power Designer ne font pas partie de cette offre-là en particulier. Là, on va uniquement parler de la plateforme Business Objects BI. D'accord. Et du coup, quelle alternative on peut proposer à ces clients qui utiliseraient on-premise ces outils? Alors, il y a plusieurs alternatives. La première, c'est de continuer à utiliser ces runtime en conservant une licence on-premise, donc une licence locale. Ou alors, on a aussi des équivalents type Private Cloud Edition ou PCE, c'est un terme que je vais répéter peut-être plusieurs fois, pour ces solutions. Typiquement, je pense à Data Services qui est en PCE, ou même Sybase IQ qu'on pourrait avoir en ANA PCE, par exemple. Ok, donc effectivement, ce n'est pas un frein à nos clients pour qu'ils passent justement Business Objects PCE. Très souvent, dans les environnements clients, on a de la prod et du test. Comment c'est géré? Alors, l'offre Business Objects PCE fournit deux environnements, un environnement de production et un environnement non productif, de dev ou de test. Ça dépend comment vous l'utilisez. Ok, donc pour résumer, Business Objects Private Cloud Edition, c'est du Business Objects hébergé dans le cloud, géré par SAP, avec l'ensemble des composants Business Objects disponibles pour du test et de la prod. Tout à fait. Super. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu dans les détails. J'ai compris l'offre Business Objects. La partie justement des services cloud, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En quoi ça consiste? Oui, alors on a deux approches. On a donc cette approche qu'on appelle PCE, Private Cloud Edition, qui va être donc un hébergement dans un cloud privé chez un hyperscaler du choix du client, tel que Amazon, Google ou Microsoft. D'accord, avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. C'est bien ça. Et le deuxième pilier, donc? Et la deuxième option, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle le Customer Data Center, où on va finalement laisser la possibilité aux clients de déployer ces infrastructures dans le data center de son choix. Et ça, on va en reparler un petit peu après. D'accord, donc le data center de son choix, ça peut être son data center. Donc, pour les clients qui voudraient se délester de la partie administrative de Business Objects, faire confiance à SAP pour faire ça, tout en conservant une installation en quelque sorte on-premise. Tout à fait. Très bien. Alors, un petit peu de détails sur l'hébergement en hyperscaler. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Parce que souvent, c'est les questions qui se posent. Derrière l'hyperscaler, il y a un certain nombre de services qui sont assurés. Voilà, me décrire un petit peu ça. Oui. Je dirais qu'on peut distinguer quatre couches. On va avoir d'abord la partie bâtiment, si je puis dire, avec le data center et la partie gestion du réseau. Ensuite, on va avoir une couche infrastructure, où là, on va retrouver tout ce qui est plutôt hardware, les serveurs, tout ce qui va être gestion de l'OS et de la virtualisation. Ensuite, je dirais qu'on va rentrer dans une couche basse de l'application. On va retrouver tout ce qui va être lié à la gestion de la base d'audit et du CMS. Donc là, quand on parle de l'application, on parle de la couche basse de Business Objects. Donc l'application Business Objects. Voilà, tout à fait. Et également un certain nombre de services qu'on détaillera plus tard. Et enfin, je dirais que la dernière couche, c'est la couche dite d'utilisation, où on va retrouver vraiment l'utilisation de la plateforme, la gestion des utilisateurs, de la sécurité, la création des documents, etc. Donc là, c'est vraiment la couche. D'accord, ouais, donc effectivement, il y a 4 couches voilà. en général dans l'utilisation du logiciel. Et la particularité, c'est que la partie hyperscaler, donc l'infra et le bâtiment, si je puis dire, la partie basse, c'est celle qu'on va déléguer à l'hyperscaler, mais elle sera supervisée par SAP, donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, la partie comme je disais, basse de l'application, elle va être déléguée, dédiée aux experts SAP pour le client, pour ce que je disais, les différents services
managée D'accord. par SAP. Donc il y a juste la partie haute, entre guillemets, qui est la partie gestion des documents, gestion des utilisateurs du client, qui effectivement est du ressort du client. Mais je crois qu'effectivement, on peut toujours déléguer aussi à SAP, mais ce n'est pas forcément inclus dans le contrat par défaut. Tout à fait, oui. Donc c'est vraiment l'utilisation de la plateforme là où on peut effectivement aussi se faire accompagner si besoin. Ok. Et donc dans le deuxième cas, qui est le cas ce qu'on appelle le Customer Data Center, comment ça se construit? Donc là, cette fois-ci, l'infrastructure, elle va être dans le data center du choix du client ou chez un hébergeur du choix du client. Dans tous les cas, SAP s'assurera d'un certain nombre de points importants, typiquement pour s'assurer que le data center répond à certains critères tels que le réseau, l'alimentation, le refroidissement, et tous les éléments de base du data center. Et donc SAP vérifiera que quelque part le data center est bien compliant pour assurer un fonctionnement optimal. D'accord. Super. Donc là, il y a vraiment les deux possibilités par rapport à du Business Objects. Alors, je dirais même trois possibilités. On continue à avoir son Business Objects on-premise, mais pour les clients qui, pour des raisons de coût, pour des raisons de restriction ou de libération, entre guillemets, d'un certain nombre de ressources, peuvent déléguer ça à SAP, soit dans leur data center, soit dans un data center autre. Et ouais, tout à fait. Et donc, pour cette offre Customer Data Center, je précise que nous, SAP, on travaille avec 3 partenaires qui sont HP, Dell et Lenovo. Et concrètement, comment ça se passe? C'est SAP qui va venir installer ses serveurs dans le data center du choix du client. Mais encore une fois, c'est SAP qui gère tout. Alors, il y a un certain nombre de questions par rapport à ça qui sont souvent posées par nos clients, donc je vais me permettre de vous les poser en détail. Là, quand on parle de Business Objects dans le cloud, par définition de Business Objects dans le cloud, les données, elles restent on-premise? Tout à fait. Tout à fait. Les données qui vont alimenter finalement les rapports, on n'y touche pas. Elles restent où elles sont actuellement. Et si le client ne le souhaite pas, en tout cas, il n'est pas question de déplacer les données. Si le client a envie d'emmener ses données dans le cloud, là, effectivement, on a d'autres offres. Mais en l'occurrence, imaginons que le client il ait une base IBM, DB2, MySQL, peu importe, différents types de bases de données. Si elles sont on-prem locales, elles resteront on-prem locales. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va interroger à distance ces bases de données. Mais voilà, sans réplication de la donnée. Parmi les bases de données, on a la base de données d'audit et du référentiel. Oui. Elles deviennent celles-là? Alors, ces bases de données sont intégrées évidemment dans l'offre et elles seront déployées. Les 2 bases SAP ASE, donc du CMS et de l'audit, seront déployées dans l'infrastructure du BO-PCE. D'accord. Quand on parle de cloud, souvent, la première question qui vient ou le premier argument qui vient de la part de nos clients, c'est justement les problématiques de performance. Comment on peut répondre à ça? Alors, c'est vrai que les performances sont souvent un enjeu. Nous, à ce niveau-là, SAP, on ne peut faire que des recommandations, et en particulier sur la partie réseau. Donc, recommander du LAN et du WAN pour du réseau interne. Et puis, si besoin, il y a la possibilité de prendre des solutions point à point auprès des hyperscalers. D'accord, qui sont fournis par les hyperscalers. Tout à fait. OK. Pour la partie dimensionnement des serveurs, Business Objects, comment ça se passe dans PCE? Alors, première chose, ça c'est nous qui nous en occupons, et on va se baser sur une seule métrique finalement, ça va être le nombre d'utilisateurs. Donc en fonction du nombre d'utilisateurs nommés ou de sessions concurrentes dont vous allez avoir besoin, nous, avec notre expertise, on va s'occuper de faire nous-mêmes le dimensionnement, le sizing de la plateforme pour s'assurer qu'il y ait une performance optimale des serveurs BO. Ok, maintenant on va rentrer dans le troisième point, qui est la partie justement services qui sont inclus. Est-ce qu'on va pouvoir détailler un petit peu les services qui sont disponibles? En quoi ça consiste? Alors, on a différents services qui permettent, comme je le disais, d'assurer un niveau de fonctionnement optimal. Donc, on parle de SLA. Et ici, ces services permettent un niveau de fonctionnement minimal de 99,7%. Et la particularité, c'est que ce SLA garanti concerne à la fois la partie applicative, donc
Business Objects, mais aussi l'infrastructure. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est assez unique en son genre. Et si je prends l'exemple d'un client qui aurait décidé d'héberger lui-même ses serveurs BO chez un hyperscaler dans le cloud, eh ben, l'hyperscaler, lui, ne gérera uniquement la partie infra. Donc nous, déjà, première chose, qui est un vrai différenciant, c'est qu'on va gérer l'ensemble de la stack. Et encore une fois, c'est SAP, l'interlocuteur du client, pas l'hyperscaler. Et parmi ces différents services, on en a un qui est très important, qui est la mise à jour à chaque sortie sur le marché du nouveau service pack disponible. Donc Grégory parlait tout à l'heure d'une fréquence d'environ tous les ans. Eh bien, tous les ans, il y aura la disponibilité de ce nouveau service pack pour le client. Donc, par rapport à ça, justement, Grégory disait qu'il y avait deux versions de Business Objects qui étaient supportées actuellement. Il y avait la version 4.2 et la version 4.3. C'est pareil dans PCE? Non, on aura dans la partie PCE uniquement la dernière version du moment. Donc, si on parle de la version qui est disponible aujourd'hui, on parle de la version 4.3 SP2. Et puis, dans le futur, ça sera la dernière version du moment, mais pas de 4.2. D'accord. Et ces mises à jour, ces patchs, ils sont déployés automatiquement? Non, ils ne sont pas déployés automatiquement, ils sont déployés à la demande du client. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le nouveau service pack est disponible, SAP déjà met un interlocuteur principal à disposition du client et ils vont décider ensemble du planning de déploiement. C'est-à-dire que le client a 12 mois pour décider du moment où il va vouloir déployer le nouveau service pack. Et pour ce qui concerne tout ce qui est hotfix et patch, c'est pareil, ils établissent un calendrier ensemble sur les différentes périodes où ils veulent le déployer. D'accord. Et le déploiement, il se fait simultanément sur la test et la prod? Alors le déploiement, on est bien conscient qu'on ne va pas forcément déployer un nouveau service pack directement en production pour éviter le moindre souci. Donc il sera d'abord déployé sur l'environnement non productif, comme je le disais tout à l'heure. Il y a deux environnements, une prod et une non-prod. On déploie d'abord sur la non-prod, ce qui permet effectivement aux clients de tester le service pack. En dehors de ces services, est-ce qu'il y a d'autres services, les autres services techniques standards, et correspondent à quoi? Oui, on va avoir tout un tas de services techniques standards qui sont tout ce qui va être scan and repair, backup, restore, tout ce qui va être gestion et maintenance du cache, donc les log files, le cache Webby, les outils de diagnostic, du référentiel, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de services, tout un ensemble de services qui sont là surtout pour garantir ce fameux SLA de 99,7%, donc une disponibilité. D'accord. Et ces services qui sont effectués avec quelle fréquence? Alors, il y a des services qui sont effectués à une fréquence automatique et régulière, complètement transparente pour le client, donc ça c'est... Il y a des choses que le client ne voit pas. Et il y a d'autres services, comme je le disais, où ça nécessite une planification telle que le déploiement des services packs et des différents patchs, par exemple. Quand on parle, par exemple, de la configuration du SSO? Alors oui, la configuration du SSO ne fait pas partie des services techniques standards. C'est un service qu'il faut souscrire auprès de SAP, auprès de nos Cloud Application Services. Donc c'est un service supplémentaire. Maintenant, quand nos clients sont convaincus, veulent passer sur Private Cloud Edition, il va y avoir une étape de migration. Ça, c'est pris en charge aussi? Alors non, la migration, on va parler effectivement du transfert des contenus vers la nouvelle plateforme dans le cloud. Non, ça, c'est pas pris en charge par SAP. Cependant, on a la possibilité pour nos clients de faire appel à un accompagnement, que ce soit auprès des SAP, donc auprès des Cloud Application Services, ou auprès de nos partenaires qui font ça aussi également régulièrement. Mais il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que la migration entre un système BO on-prem vers un système BO cloud, c'est la même que la migration entre deux systèmes BO on-prem. Donc, pour tous nos clients qui ont l'habitude de passer des contenus de dev à test, de test à prod, c'est exactement la même chose. Donc, aucune différence. Pas de changement. Et enfin, par rapport à l'offre commerciale, donc Private Cloud Edition, est-ce que SAP propose des facilitations pour pouvoir justement passer? Tout à fait. Il existe une politique chez SAP qui permet justement de récupérer l'assiette de maintenance annuelle que les clients payent donc tous les ans, et on va récupérer ce montant, et ce montant, on va le transformer en souscription cloud qui va permettre de financer en très grande partie
la nouvelle offre. Donc, quelque part, elle permet vraiment ce passage vers le cloud. Benoît, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Sur le sujet Business Objects Private Cloud Edition, vous avez un expert à qui vous adresser. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne continuation. Pour ma part, je vais inviter donc ma troisième invitée, Clotilde Demeyer, qui est experte sur les solutions analytics de SAP. Bonjour Clotilde. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre métier rapidement ? Tout à fait. Alors, je suis experte en analytics chez SAP depuis quelques années déjà. Je me concentre principalement sur la solution dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est donc SAP Analytics Cloud. Et avant de rejoindre SAP, j'ai moi-même été cliente pendant de nombreuses années, d'abord qu'administratrice BI, puis en tant qu'architecte BI. Donc, les enjeux et les challenges de la donnée, ce sont des sujets que je connais bien. Oui, que vous avez utilisé à la fois en tant qu'utilisatrice, puis actuellement chez SAP. Tout à fait. Très bien. Donc là, nous sommes ici pour parler de SAP Analytics Cloud. Est-ce que vous pouvez me décrire rapidement ce que c'est que SAP Analytics Cloud ? D'accord. Alors, SAP Analytics Cloud, pour faire simple, c'est une solution, c'est un software as a service. Donc, c'est une solution à laquelle on va accéder à travers une URL, une page web tout simplement, qui va être capable de se connecter à toutes sortes de sources de données, que ce soit des sources de données SAP ou non SAP d'ailleurs, et qui repose sur 3 piliers principaux. Donc ces 3 piliers, ça va être tout d'abord la business intelligence. Donc la business intelligence, ça va être ce qu'on va appeler peut-être des dashboards, des rapports, de la data visualisation, toutes sortes d'analyses de données. Le deuxième pilier, ça va être l'aspect planning, donc la planification de l'entreprise. Et le dernier pilier, ça va être l'analytics augmentée. Donc l'analytics augmentée, en fait, ça va être un ensemble de solutions intelligentes, de technologies intelligentes qui sont intégrées dans la solution pour venir faciliter l'accès à la donnée. Donc par exemple, faciliter la création d'analyses ou de dashboards, mais pas seulement, je vous en montrerai un petit peu plus tard. D'accord. Quelle est la valeur de SAP Analytics Cloud pour les clients ? Alors, en fait, il va y avoir 3 aspects. Le premier aspect, donc j'ai mentionné que SAP Analytics Cloud, c'est une solution de BI, mais c'est surtout une solution de self-service BI. Donc évidemment, on va pouvoir créer ces rapports, ces dashboards, mais on va aussi vraiment pouvoir l'utiliser en tant que solution self-service pour faire des analyses à la volée. Par exemple, Web Intelligence, c'est une solution qui va prendre un peu de temps de prise en main, qui va demander une certaine courbe d'apprentissage. Dans le cas de SAP Analytics Cloud, ça va être beaucoup plus rapide en fait la prise en main, donc c'est une solution qu'on va beaucoup plus laisser à la main des utilisateurs métiers. Entre autres, on va pouvoir aussi s'appuyer sur ces technologies intelligentes que j'ai mentionnées dans l'analytics augmentée pour venir automatiser la création de graphes, d'analyses ou de dashboards. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est le planning, donc la planification d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la suite Business Object, qui vient donc s'ajouter. Et en fait, le planning, ça fait partie, entre autres, on va retrouver l'élaboration budgétaire, mais pas seulement. Donc on va vraiment pouvoir aller plus loin, par exemple faire la planification de la masse salariale, le forecast de vente, la planification de projet. Donc, tout ça, ça va être inclus. Et le dernier aspect, donc, ça va être l'aspect prédictif. Les algorithmes prédictifs, ils font partie de ces analytics augmentées, et il va y avoir différentes manières de les utiliser. Donc on va avoir par exemple le forecast automatique qui va nécessiter aucune compétence ou connaissance technique, qui va vraiment se réaliser en 2 clics, aussi bien sur la BI que sur le planning, et qui va permettre de créer une prédiction pour le futur. Maintenant, si on a des compétences au sein de la société, donc peut-être on a des data scientists par exemple, on va pouvoir aller plus loin aussi grâce aux prédictifs scénarios qui sont aussi intégrés dans la solution. Et le dernier point, c'est Excel. Donc en fait, j'ai parlé de self-service ou de planning. Tout ce qu'on va faire en fait en web, on va également pouvoir le faire à travers la DIN Analysis for Office, qui est également présent dans Business Objects. Et pour nos clients qui ont du Business Objects installé, comment vous voyez l'interconnexion avec ce SAP Analytics Cloud ? Alors, en fait, il va y avoir 2 approches différentes. Donc, la première approche, c'est de venir les utiliser en complément, l'une avec l'autre. Puisque, comme je l'ai mentionné, il y a des fonctionnalités qu'on trouve dans SAP Analytics Cloud qui vont venir complémenter ce qui existe déjà dans Business Objects. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir les 2 solutions qui cohabitent, mais surtout qui sont interconnectées, parce qu'on va être capable, depuis SAP Analytics Cloud, d'aller se connecter aux univers de la suite Business Object et même d'aller se connecter aux rapports Webby, en fait, d'utiliser les rapports Webby comme une source de données pour ensuite faire son self-service dans SAP Analytics Cloud, par exemple. Donc ça, c'est l'approche numéro 1.
Maintenant, il y a une deuxième approche, donc ça va vraiment dépendre au cas par cas des clients, mais on va pouvoir remplacer Business Objects dans certains cas par SAP Analytics Cloud, puisque SAP Analytics Cloud inclut des fonctionnalités de reporting. Donc, on va pouvoir faire de la mise en forme, on va pouvoir faire du scheduling, on va pouvoir faire de l'export PowerPoint ou PDF, comme on le ferait dans Business Objects. Et vous avez défini SAP Analytics Cloud comme étant l'outil stratégique chez SAP d'Analytics. Donc, comment ce SAP Analytics Cloud va s'intégrer de manière un peu plus large dans l'écosystème SAP ? Alors effectivement, c'est la solution stratégique en termes de BI et de planning. Et en fait, c'est une solution qui va vraiment venir s'intégrer dans toute la stratégie de la donnée, qui en fait s'intègre dans une suite de différentes solutions de gestion de la donnée, qui va évidemment pouvoir s'interconnecter à des data warehouse, donc data warehouse cloud, BW, également des data warehouse non SAP. Et c'est pour cette raison également que c'est une solution qui est déjà intégrée dans certaines de nos solutions. Donc par exemple, on va avoir un SAP Analytics Cloud intégré dans Concur, dans Ariba ou dans d'autres solutions SAP, puisque c'est notre solution stratégique pour la BI. D'accord. Avec une grosse intégration avec Data Warehouse Cloud, vous le disiez, et qui va continuer en fait à être développée. Tout à fait. En fait, les deux vont vraiment être complémentaires et interconnectés pour offrir la meilleure solution de la gestion de la donnée possible. Alors là, moi, vous avez éveillé ma curiosité avec ces trois piliers de SAP Analytics Cloud. Est-ce que vous pouvez nous faire une démo des fonctionnalités du produit ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, laissez-moi lancer. Alors, ici, j'ai créé une page d'accueil pour la démonstration de ce jour. Donc, on voit qu'il y a différentes icônes avec les différents aspects qu'on va toucher aujourd'hui. Donc, l'aspect dashboard, l'aspect simulation, l'aspect forecast et enfin l'aspect self-service. Donc, lançons le dashboard. Donc, vous voyez ici, on a un dashboard avec les KPI importants, tels que le gross profit, le net income, etc. On va aussi avoir une analyse plus détaillée avec notre revenu par segment. On va facilement pouvoir comparer, par exemple, que Cruise Bike, c'est notre numéro 1 en termes de revenus. Et si je clique sur la petite icône ici, je vais avoir des Smart Insights, donc des informations additionnelles automatiquement créées par la solution, qui va me montrer l'évolution au fil du temps, qui va me donner une information sur une augmentation importante en février. C'est une information importante pour moi de connaître, donc elle est mise en valeur. Et je vais aussi pouvoir analyser plus en détail les contributeurs à mon revenu. Donc par exemple, on voit que Cruise Specialty, c'est mon profit center numéro 1 en termes de revenus. Je vais pouvoir utiliser des analyses, par exemple faire du drill down pour aller voir en détail comment est distribué mon revenu par profit center. Et je vois que c'est Cruise Specialty mon numéro 1. J'ai également mon revenu au fil du temps avec un forecast automatique ici, qui a été généré par la solution en 2 clics. On verra dans la partie self-service ces aspects-là. On va aussi pouvoir faire son reporting financier. Donc, par exemple, ici, on va avoir un P&L. On va pouvoir avoir son réel versus son budget avec une comparaison visuelle avec la variance dans la colonne suivante. Et on va aussi avoir une colonne, par exemple, de commentaires, où ici, on va être capable de commenter les modifications que l'on fait, mais même encore plus que ça. Maintenant, si je vais dans la partie simulation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est un arbre de valeur. Dans cet exemple très précis, on est sur un plan stratégique sur 3 ans, où j'ai mon operating income avec mes dépenses d'un côté et mon revenu de l'autre côté. Donc mon revenu pourrait très bien être fait par catégorie de produits ou global, comme ici, j'ai mon taux de croissance général. Donc j'ai 2 versions, ça veut dire que je peux très bien avoir une version optimiste, une version pessimiste ou même plus que ça. Donc dans ce cas précis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir augmenter ma croissance. Pour l'année 2023, je vais mettre 12% et je vais voir immédiatement en fait l'impact de ce scénario sur l'ensemble de mes autres données. Donc dès que je mets à jour, je vois l'ensemble sur mon revenu et sur mon operating income. Donc on le voit ici surligné en jaune. C'est tout à fait logique puisque j'ai de la croissance, donc je vais avoir mon operating income qui augmente. Mais mes dépenses également vont augmenter si j'ai de la croissance. Et donc on voit ici mes dépenses qui augmentent, à l'exception de mon bonus employé, puisque lui n'est pas basé sur ma croissance. Donc je vais le faire manuellement. Alors, évidemment, à chaque fois que je fais ces mises à jour, sur la droite, on voit tous les graphes qui sont recalculés, mis à jour en temps réel. Donc c'est une des nombreuses manières de faire de la simulation. L'avantage ici, c'est que c'est vraiment visuel et on voit que par exemple, on va pouvoir mettre des commentaires sur le dashboard pour venir expliquer les modifications qu'on a faites. Ça, on va pouvoir garder, suivre en fait toutes les modifications au fil du temps. On peut également aussi créer plusieurs versions, comme on l'a vu. Donc je vais pouvoir venir modifier ces différentes versions. Maintenant, passons à l'aspect forecast. Donc ici,
on va avoir une vision de mes données, de mon revenu réel, de mon budget au fil du temps, avec différentes catégories de produits. Donc, je vais avoir des hiérarchies produits. Je vais voir mon revenu avec aussi la variance. Donc, on a plein de manières de représenter la variance à tout niveau. Ici, j'ai mon revenu au fil du temps avec à nouveau une comparaison mois à mois et un forecast automatique. Donc, les 3 derniers mois, c'est mon forecast qui a été créé automatiquement par la solution. Maintenant, je vais pouvoir filtrer, par exemple, sur un pays, sur la France. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que je vais travailler uniquement sur la France. Donc, toutes les modifications que je vais faire vont impacter uniquement la France. Donc là, je vais ouvrir ma hiérarchie produit, je suis dans ma catégorie environnement et analyse, et je vais venir commencer à modifier mon budget. Donc, par exemple, si je souhaite modifier à partir de Q2, je vais bloquer la cellule de mon premier trimestre, puis faire ma modification de plus 2% pour le reste de l'année. Et on voit qu'automatiquement, la donnée a été désagrégée au niveau du produit, elle a été désagrégée pour tous les trimestres, mais j'ai aussi immédiatement le résultat au niveau global. Maintenant, je vais enlever le lock et je vais continuer à faire mes modifications. Donc là, j'ai fait une modification manuelle, mais on peut aussi utiliser l'algorithme prédictif que j'ai mentionné précédemment. Donc ici, je vais juste sélectionner mon predictive forecast. Par défaut, c'est au niveau mensuel, ça me convient très bien. Je vais juste cliquer sur Preview et on voit en fait que j'ai ma ligne en plein qui représente mon réel, qui s'arrête ici, puis mon forecast automatique qui a été généré avec le détail mois par mois. Ce qui est important, c'est que j'ai un Forecast Quality Index qui est de 5 sur 5. Ça veut dire que je peux faire confiance à ce forecast. Ça me permet de savoir si je peux le croire. Et dans ce cas-là, 5 sur 5, ça me convient, je vais l'accepter. Et donc, ça va venir mettre à jour à nouveau dans ma table, en fait, en fonction de l'algorithme prédictif. Évidemment, je peux encore faire des modifications manuelles. C'est pas bloqué. C'est pas parce que j'utilise l'algorithme prédictif que c'est bloqué. Non, je peux toujours faire des ajustements manuels. Et une fois que j'ai fini, je vais simplement publier mes données. Maintenant, mes données sont sauvegardées. Je peux également, comme je le mentionnais précédemment, faire différentes versions. Donc ça, c'est important puisque on n'est pas limité en termes de version. Donc là, j'ai travaillé sur une version publique, c'est-à-dire que tous mes collaborateurs voient mes changements. Maintenant, si je souhaite avoir un peu comme une sandbox et travailler de mon côté, en fait, avant de le mettre à disposition de mes collaborateurs, je vais faire une nouvelle version que je vais nommer une V2. Je vais pouvoir partir soit de zéro, soit copier les données de ma version précédente ou de mon réel. Donc là, je prends ma version précédente. Ça me crée cette nouvelle version V2 qu'on voit ici, qui est privée pour l'instant. Donc, je suis la seule à pouvoir travailler dessus à l'heure actuelle. Je vais faire mes modifications dans la table, comme je l'ai fait précédemment, soit manuellement, soit avec l'algorithme prédictif. Et quand j'ai terminé, je vais pouvoir partager avec certains collaborateurs si je le souhaite. Et une fois qu'elle est finalisée, je vais venir la publier. Ça me la mettra donc à disposition. Ça deviendra une version publique. À nouveau, je publie les données une fois que j'ai fini tous mes changements. Et évidemment, je vais pouvoir exporter donc tous ces dashboards, tous ces rapports. Je vais pouvoir les exporter en PDF, en PowerPoint ou en Google Slide. Et je vais pouvoir également, comme je le mentionnais précédemment, faire un schedule. Donc, je vais pouvoir, par exemple, planifier de faire un envoi par email, en fait, de ce PDF ou de ce PowerPoint. Maintenant, j'ai téléchargé mon PDF, j'ai terminé avec mon forecast. Je vais passer enfin à la dernière étape, qui est l'aspect self-service. Donc, on va voir en 2 minutes 30 comment créer un dashboard. Donc ici, je suis sur ma page d'accueil de la solution. Important, on voit qu'ici, j'ai déjà des graphes sur ma page d'accueil. C'est des graphes dont j'ai besoin d'utiliser tous les jours. Donc, je les ai mis ici. Je peux interagir avec. Je peux faire un drill down pour aller voir mes operating expenses par cost center. Je vais pouvoir même ouvrir le dashboard directement depuis ma page d'accueil. Maintenant, je fais un glisser-déposer d'un fichier Excel qui contient des données. Ici, je vais utiliser un fichier Excel, mais je pourrais très bien aussi me connecter à un modèle de données existant. Donc, ce modèle, il pourrait très bien être connecté à un rapport Webby, un univers, ou à d'autres sources de données également. Je me retrouve sur cette première page où je vais commencer à analyser mes données. Donc, j'ai toutes mes mesures en colonne à gauche, puis toutes mes dimensions. Et je vais vouloir analyser mon revenu. Donc, je sélectionne mon revenu et je vais le voir par groupe. Immédiatement, ce qu'on voit, c'est qu'un graphe est généré automatiquement. Et en fait, si je change et je le veux plutôt au fil du temps, un nouveau graphe est généré automatiquement. Je vais pouvoir maintenant rajouter le groupe. Donc, en fait, j'ai des suggestions. Ça me permet de gagner du temps. J'ai pas besoin de décider ce que je veux faire. Je veux juste décider quelles données je veux visualiser. Et la solution se charge pour moi de générer ces graphes. Donc, je vais pouvoir évidemment faire la mise en forme. Donc là, je vais l'agrandir, par exemple. Une autre manière également qui fait partie des analytics augmentées, c'est d'aller en fait poser des questions dans les Search to Insight. Donc ici, on voit que j'ai des propositions déjà. Je vais cliquer dessus, donc unité par groupe, et automatiquement, à nouveau, j'ai un graphe qui est généré.
Donc, en fait, il me convient, ce graphe, j'ai envie de le conserver, je vais venir le copier à ma page pour le conserver. Je peux également, au lieu d'utiliser les propositions, venir taper du texte. Donc ici, je vais venir taper revenu par exemple, marque et au fil du temps, je vais venir sélectionner. Vous voyez, le texte aussi se remplit automatiquement au fur et à mesure. J'ai mon graphe et en fait, j'ai même une recommandation pour le visualiser différemment qui me convient. Je préfère les heatmaps, donc je le sélectionne et maintenant, j'ai à nouveau mon résultat. Je vais à nouveau le copier à ma page précédente. Et quand je sors en fait de cette interface, eh bien, on voit que j'ai mon dashboard qui a été créé en quelques minutes. Je vais maintenant le réorganiser. On pourrait aussi très bien changer la palette de couleurs, ajouter des images, etc. C'est très riche et varié en termes de mise en forme. Là, je vais juste réorganiser un petit peu la taille des graphes pour avoir la place d'ajouter encore une carte. Donc, je vais venir aller sélectionner ma carte, ma géomap. Ici, ce que je vais faire, très simplement, je vais dire que je vais ajouter un calque. Je vais choisir ma localisation, et je vais choisir d'afficher le revenu par localisation. Je vais aussi changer un petit peu l'interface pour que ce soit des bulles un peu plus petites et plus faciles à lire. On va pouvoir, si on souhaite, changer l'opacité, changer le fond de calque, les couleurs. On a plein de variantes. Moi, j'aime bien spécialement le fond noir. Et en fait, voilà, en 3 minutes, on a déjà créé son dashboard, comme vous l'avez vu. C'est vraiment très rapide. J'ai pas vraiment eu à faire, j'ai juste posé des questions à la solution qui s'est chargée, elle, de tout créer pour moi. Et maintenant, je vais visualiser le rendu tel qu'il serait sur mobile. Donc, comme j'ai choisi un mode responsive, j'ai besoin de rien faire automatiquement. C'est recalculé pour s'adapter à un petit téléphone, à une tablette, etc. Et je vais pouvoir visualiser mon dashboard. Et on voit qu'en fait, on va avoir la possibilité tout en haut de filtrer et puis en bas de partager ou de prendre des notes également. Voilà pour la démonstration. Bravo, très très grande richesse fonctionnelle, tout en mettant en avant effectivement la simplicité d'utilisation du produit. Clotilde, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ces informations. Merci à tous. Je vous invite à rejoindre les coulisses, Clotilde. Merci pour Merci à tous pour cette séance. Voilà la fin de la séance arrivée. Je suis ravi d'avoir été le présentateur et d'avoir eu des invités de marque qui ont pu nous éclairer sur les solutions Business Objects, sur le futur de Business Objects. J'espère que pour vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, ça a été aussi une information intéressante. Vous pouvez continuer à parler sur le chat. Nos experts sont encore là pour continuer à interagir avec vous s'il reste quelques questions en suspens. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à des formations sur les solutions SAP Analytics Cloud, sur les solutions Business Objects 4.3. Si vous voulez avoir plus d'informations détaillées sur les tarifs, n'hésitez pas à regarder et à consulter votre interlocuteur commercial. Et puis, je vous renvoie aussi, en ce moment, il y a un événement qui se passe, qui se déroule un petit peu partout, qui s'appelle le Sapphire, qui est un événement au cours duquel nos exécutifs vont parler de l'ensemble des innovations qui sont portées, pas uniquement sur les analytics, mais l'ensemble du portfolio SAP. Et donc, vous pouvez aller le voir en replay sur des liens qui vont apparaître soit en dessous, soit sur votre écran. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation. Au revoir.